Avoir un diplôme d'ingénieur, c'est pouvoir se réaliser à travers une palette infinie de compétences. On peut aider son prochain à créer des structures associatives ou des entreprises, participer au bon fonctionnement des fusées Ariane, faire fructifier l'un des fleurons de l'industrie française, être l'une des femmes de tête de la plus grosse société de logistique de Douala au Cameroun, vivre de sa passion dans l'une des plus grandes entreprises françaises, ou encore offrir un système de sécurité d'élite à tout un chacun pour révolutionner la sécurité dans les transports. Est-ce que je m'attendais à être entrepreneur ? Pas du tout, franchement. Pour moi, la start-up, c'est juste un moyen, un outil. J'avais envie de créer ma boîte parce que y avait cette envie de développer une technologie, de répondre à un besoin de sécurité et développer quelque chose qui ait du sens pour la société, en fait. Même quand on croit à un avenir tout tracé, le parcours d'un ingénieur peut se révéler riche en surprises et en émotions. Pour ce 3e épisode, nous avons échangé avec Romain Duflot, cofondateur de la société Highlights, qui a inventé les affichages projetés dans le champ de vision des conducteurs. Je suis Romain Duflot, cofondateur d'Highlights. Je suis marié, j'ai 29 ans et j'ai été diplômé en ICAM en 2015. Mon âme d'ingénieur, elle est née en fait suite à une passion que j'ai pour l'aéronautique. En fait, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup construire des avions et les faire voler. Donc, on appelle ça l'aéromodélisme. Et j'ai appris qu'il y avait un club d'aéromodélisme, le club de la base de Salon de Provence, qui a été fondé par des concepteurs de drones de l'armée de l'air. Et donc, la limite d'âge pour y rentrer, c'était 11 ans. Et donc, j'y ai adhéré sur mes mercredis après-midi, je m'en souviens encore bien. Ce club propose d'accompagner des jeunes dans la création, la conception d'un avion et aussi dans le fait de pouvoir le piloter, le faire voler sur la base. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant, de très formateur, très pédagogique aussi puisqu'on apprend des notions aérodynamiques complexes à des enfants de 11 ans. Ce que j'aimais particulièrement faire, c'était concevoir quelque chose de A à Z, de ses propres mains, en fait, de partir d'une feuille blanche, d'y assembler des pièces, des morceaux de bois, des servocommandes, des batteries, de monter, finalement, de voir sa création prendre forme, et surtout, après, de pouvoir l'ajeter en l'air et la faire voler. C'est ça qui est assez formidable, en fait, c'est de voir le résultat de sa création dans les éléments. Donc quand j'étais au lycée, en fait, j'avais une dualité, celle de concevoir les avions, d'être ingénieur, et également celle de les piloter, puisque mon père, en fait, était pilote de Rafale dans l'aéronaval. Donc c'était quelque chose aussi qui m'intéressait beaucoup, que j'avais eu la chance de pouvoir toucher du doigt. Et finalement, j'ai choisi la voie qui était aussi celle de mon père, donc d'être pilote. Et donc j'avais commencé le parcours de pilote de chasse, finalement, et la formation. J'ai postulé pour l'école des pupilles de l'air à Grenoble qui forme les officiers de l'armée de l'air. Et donc j'ai eu la chance d'être sélectionné. Donc départ pour Grenoble, je découvre tout un monde qui en termes de cohésion est vraiment unique. C'est très difficile, aussi bien intellectuellement que physiquement, d'un point de vue même de tradition. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le civil. Courir en short dans la neige, se lever à 3h du matin, et puis après tout ça, faire des cols de maths quand on en a fait tout ça et qu'on est rincé. C'était assez difficile, mais en même temps, c'était assez incroyable d'un point de vue cohésion, puisque toutes ces traditions font que les gens sont très, très soudés entre eux. Et d'ailleurs, ça s'oublie pas, puisque aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, j'ai gardé tous ces potes. Je suis resté très très proche, on se voit tous les ans, on organise plein de trucs ensemble, alors qu'on s'est vu entre guillemets que 9 mois dans notre vie, donc c'est assez fort. Ouais. J'ai intégré en 2009 donc les pupilles de l'air, promotion 62. Et concrètement, un mois après ma rentrée, en fait, mon père a eu un grave accident. Il est mort en opération, en fait, à bord d'un Rafale, au large de Perpignan. Donc, il était en mission sur le Charles de Gaulle. Et ça a complètement bouleversé ma famille, ça m'a complètement bouleversé moi. On s'y attendait pas du tout avec la famille, puisque mon père était pilote d'essai. Il avait plus de 5000 heures de vol à son actif. Il faisait partie des 3 pilotes d'essai de France, donc à avoir fait l'EPNER, une école mondialement reconnue.
Bah voilà, il avait fait 3 guerres, il avait testé à peu près tous les avions de chasse dans le monde, et on se dit bon bah concrètement il va pas lui arriver grand chose, il est tellement expérimenté, et malgré ça l'accident est survenu, donc voilà quelque chose d'assez assez flippant, hein, voilà on se dit putain si ça peut lui arriver à lui, ça peut lui arriver à moi, et donc finalement une grosse remise en question du risque associé à la profession de pilote de chasse. Par ailleurs, je me suis rendu compte que les codes militaires étaient un petit peu, d'une certaine façon, incompatibles avec ma personnalité. Il y avait toujours cette dualité de vouloir créer des choses, de pouvoir suivre ma propre voie. Et j'étais un peu frustré qu'on m'impose un cadre en fait assez rigide. Parce que bon, quand on pense à pilote, on pense à Top Gun, on se dit c'est génial, voler dans des avions de chasse, ça c'est peut-être 5 ou 10% du résultat final. Faut pas oublier que les pilotes restent des militaires avant tout. Donc c'est 90% du métier, ça reste la rigueur militaire, le respect de la chaîne de commandement, etc., etc. Et c'était pas compatible avec ma volonté de créer des choses que j'avais toujours gardées en étant enfant. Donc là, effectivement, je me suis dit, il faut que je change de voie. J'ai envie de tracer ma propre voie parce que il faut savoir que voilà, mon père était aussi très reconnu dans le milieu, donc difficile de passer après lui. Un mec le fils de Duf, va falloir faire mieux, ça va être compliqué. Il avait quand même fini avec la famille Armstrong aux États-Unis, etc. Donc une autorité mondiale. Et finalement, voilà, une volonté aussi de créer peut-être autre chose, quelque chose de différent. Et c'est là que finalement l'ICAM m'avait pas mal parlé parce que j'avais aussi postulé à l'ICAM avant de postuler à l'EPA, au pupille de l'air. J'avais eu connaissance aussi de parcours assez atypiques, de profils qui étaient passés par l'ICAM. Je pense notamment à Christophe Caille, qui est pilote d'essai chez Airbus, qui maintenant de mémoire doit être chef pilote. De Olivier Lebas, qui a terminé quand même Pacha du Charles de Gaulle. Donc le Pacha, c'est le chef, celui qui contrôle le bateau. D'autres profils complètement atypiques aussi. Je pense à Corentin, qui a traversé des mers sur un bateau en toile de jute. Et donc finalement, un esprit un peu aventurier qui m'a attiré. Et puis une façon aussi pour moi de reprendre pied dans ce qui me plaît beaucoup, savoir le métier d'ingénieur. Alors du coup, je suis parti à Toulouse pour faire le parcours ICAM intégré. Donc c'est le parcours prépa, la voie générale. Je suis rentré à l'ICAM en me disant j'aime bien la mécanique, je vais faire ingénieur mécanique. Je projetais voilà la conception mécanique d'une voiture, la conception mécanique d'un avion, les motorisations, tout ça m'intéressait beaucoup. Et finalement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ingénieur mécanique, en particulier à Toulouse, c'est peut-être pas vrai partout, c'est beaucoup de simulations, d'outils numériques. Et finalement, cette partie-là, je la trouvais pas très fun. Il me manquait vraiment la partie pratique, la partie... moi, j'aimais plus la conception, on va dire, de l'objet physique, l'assemblage, la mise au point. C'était ça qui m'intéressait, en fait. Donc, finalement, c'était plus proche de l'ingénieur d'essai que de l'ingénieur conception mécanique. Et en fait, l'ICAM nous a permis d'affiner aussi les orientations professionnelles, de dire voilà, dans ingénieur méca, il y a à boire et à manger, quoi. Il y a celui qui va concevoir les pièces en 3D, il y a celui qui va les simuler, il y a celui qui va les fabriquer, et il y a celui aussi qui va les tester. Et moi, en l'occurrence, je me suis plutôt placé à la fin de la chaîne de valeur qu'au début. Donc les 5 ans d'études à l'ICAM, qu'est-ce qu'il en ressort ? Une grande liberté dans la prise d'initiative. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est ce fonctionnement par projet en corrélation avec des problématiques industrielles réelles. C'est-à-dire mettre des problématiques industrielles, des projets concrets qu'on peut rencontrer en entreprise. Ça, c'était vraiment très bien. Et cette possibilité, moi, ce qui était top, en fait, c'est qu'on m'a laissé travailler sur mes propres projets dans des TP, dans le cadre de modules et de cours particuliers en ingénierie. Je me souviens, j'ai refourgué tous mes projets à l'ICAM, mes projets de création de robots, mes drones. J'ai aussi eu la chance d'utiliser tout ce qui est Fab Lab, etc. pour concevoir ses propres produits avec les machines-outils à disposition. Enfin voilà, moi j'ai vraiment profité des moyens qui étaient mis à disposition. C'était vraiment génial. Et à chaque fois que j'ai vendu l'ICAM à un étudiant ou à quelqu'un, c'est ce que j'ai dit en fait. J'ai dit aujourd'hui, ce qui est top à l'ICAM, c'est on a un fonctionnement par projet. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que les gens cherchent, une mise en application concrète de toutes ces théories. Parce que finalement, la prépa,
Je pense que tout le monde prend ces exemples, mais bon, les espaces vectoriels, etc., c'est bien pendant 2 ans, mais après, on a envie de faire des choses qu'on va appliquer dans le monde du travail. Et c'est là que je trouve que l'ICAM, ils ont quand même pas mal d'avance par rapport à toutes les autres écoles. Ok, on apprend l'aérodynamique, mais si vous avez vraiment envie d'en faire, on va vous laisser concevoir votre avion, vous allez le tester. Par ailleurs, on a une section matériaux, vous pouvez aussi travailler sur les surfaces carbone. On a une section aérodynamique. Moi, je me souviens, on m'avait proposé de faire des tests dans la soufflerie de Supaéro. Donc, en fait, il y a moyen d'aller loin dans la démarche, d'aller jusqu'au bout des choses, en fait. C'est un peu l'ancienne devise de l'ICAM, c'est finir. Je me souviens encore de ce cours avec Gilles Bézard, qui maintenant fait plus partie de l'école, mais qui nous parlait déjà d'intelligence artificielle, alors que l'industrie n'en parlait même pas. Donc on a déjà des cours d'intelligence artificielle à l'ICAM, des notions en tout état de cause, et c'est devenu très très populaire 5 ans plus tard dans le monde des startups. Quand je me suis rendu compte que je voulais pas faire ingénieur mécanique, j'ai trouvé cette voie orientée ingénieur d'essai. Et donc j'ai eu la chance de travailler pour Dassault Aviation sur le Falcon 7X et le Rafale, avec des problématiques industrielles très concrètes de robotisation, d'automatisation. Après, j'ai eu la chance d'aller aussi aux essais en vol chez Airbus. Et donc là, c'est la dualité parfaite entre le métier d'ingénieur et le métier de pilote, puisque il faut mettre en place des installations d'essai dans les avions, et après, il faut tester. De la vibration des ailes, des tests de poussée, des tests de décrochage, voilà, et c'est très concret. Et en plus, moi, ça me parlait, puisque c'est des choses que j'avais fait à une petite échelle sur des modèles réduits. donc c'était vraiment top de pouvoir passer sur des gros avions. Et donc, du coup, ouais, chez Airbus, c'était top. J'ai beaucoup aimé l'environnement, l'aéronautique. C'était conforme à, grosso modo, à ce à quoi je m'attendais. Mais avec un énorme problème, c'est la place de l'innovation. Et l'inertie aussi des grands groupes et des structures. Concrètement, je me suis un peu ennuyé. Et je me suis dit, putain, merde, je sais pas si c'est un milieu qui est assez dynamique. Donc voilà, du positif et un peu de bémol. En fait, ce qui a été décisif en 4e année, c'est le projet de création d'entreprise à l'ICAM, où on t'invite à participer avec un groupe d'étudiants ou d'amis à proposer une nouvelle idée, un nouveau projet, et à étudier le business plan, combien il faut pour arriver au résultat, à étudier tous les aspects finalement de la création dans un temps assez court, puisque c'est 4-5 mois. Et donc, en parallèle de ça, j'avais passé mon permis moto. Dans le permis moto, on te dit là où tu regardes, c'est là où tu vas. Et concrètement, j'avais un problème puisque je suis un peu assisté du téléphone, j'ai besoin de Google Maps pour me déplacer. Je suis très nul en sens de l'orientation et du coup, je me suis dit comment je vais faire. Je vais scratcher mon téléphone sur le guidon. C'est pas terrible, je regarde pas la route. Je vais le mettre dans mon casque. C'est un peu interdit, mais je vois pas comment je vais faire. Et en parallèle de ça, j'avais déjà testé toutes les technologies de pilote de chasse puisque j'ai volé en Alpha Jet, je suis monté dans des Rafales et machin. Je me suis dit, il y a des super trucs, ça s'appelle des afficheurs tête haute, des HUD, Head-Up Display en anglais. Ça permet de reporter l'information dans le champ de vision. Et à ce moment-là, je me suis dit, on devrait faire ça pour les casques de moto. Donc, intégrer cette techno dans un casque de motard pour lui montrer la voie sans qu'il ait besoin de baisser la tête ou de sortir son téléphone, d'enlever ses gants, gros bordel. Donc, j'ai proposé cette idée. Ça a pas mal plu, donc les profs nous disent partez là-dessus. Et donc la première étape, c'est analyse de la concurrence. Bon, alors ce que vous proposez, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est en train de le faire ? Donc là, je me souviens, on tape sur Google, on regarde, et là, dégoûté quoi. Des Américains qui font exactement la même chose, sauf que eux, comme c'est des Américains, ils ont déjà 1 an et demi d'avance. Ils ont déjà fait une super vidéo de commercialisation, une super campagne de crowdfunding à 2 millions. Et là, tu dis, ok, je suis dégoûté, ça va jamais marcher. Et en fait, là, je me souviens très bien de cette intervenante qui était venue nous voir et qui nous avait dit, non, mais c'est pas grave. En fait, si vous avez des concurrents, justement, c'est bien, ça prouve qu'il y a un marché. Et la question, en fait, à vous poser, c'est qu'est-ce qui peut vous différencier de ce concurrent pour créer une offre différente, peut-être plus intéressante. Réfléchissez. On réfléchit, et puis à ce moment-là, on se dit, ouais, mais en fait, les Américains, ils vendent un casque complet, c'est débile. En fait, les motards, ils ont déjà un casque, donc pourquoi pas faire un accessoire ? Et donc, on a créé, en fait, Highlights par la suite sur cette idée.
Fin de 4e année, alors comment ça s'est passé concrètement? On a fait ces 6 mois, on a été pas mal encouragés dans le process, et après en fait on a eu la chance d'avoir 2 mémoires scientifiques qui ont été approuvées par l'ICAM sur ce projet-là. Et donc l'ICAM nous a vraiment aidé à développer ce produit pendant notre mémoire scientifique de fin d'études. En 5e année, j'ai donc fait ce mémoire scientifique sur notre projet de création d'entreprise. Et j'ai également fait le stage du coup aux essais en vol chez Airbus. Donc finalement une année assez décisive où il y avait 2 projets en parallèle, 2 projets professionnels. Une bonne expérience chez Airbus aux essais en vol, mais un petit peu déçu par l'inertie de l'entreprise. Et en parallèle, ce projet de création un peu fou, puisque bon, faut être un peu fou en sortie d'études pour se lancer dans un truc où on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, on sait pas trop où on va d'ailleurs. Mais quelque part, des pistes très prometteuses, puisque pendant le mémoire, en fait, j'avais réussi à acquérir un kit de développement de pilotes de F-16 israéliens qui nous a permis de faire la première POC, la Proof of Concept, c'est-à-dire le premier démonstrateur. Alors il était tout buggé, il marchait pas très bien. Donc on sort d'études et avec Thomas on se dit il faut qu'on aille éprouver le modèle et voir si ça intéresse des gens. En l'occurrence on allait voir Motoblues qui est le plus gros distributeur moto de France et on a pris une grosse claque. On leur a fait tester le produit, ils ont dit c'est génial, on adore. Par contre c'est vraiment catastrophique. Il manque la partie audio, il manque le son, il n'y a pas de micro, c'est beaucoup trop cher. Ça a l'air fragile, bon voilà. Donc à la fois beaucoup d'espoir et à la fois beaucoup de travail devant, mais aussi des choses très prometteurs puisqu'ils nous ont tout de suite proposé de faire partie du mondial moto en 2015. Donc on a été invité par Motoblues sur leur stand à présenter l'innovation. Et là ça a été un peu la révélation puisque sur le salon, il y a énormément de gens qui sont venus nous voir. Ah ouais, putain, c'est génial, j'adore. Comment on peut acheter? Ça, c'est un truc un peu bricolé chez nous, imprimé en 3D. On peut pas le vendre. D'ailleurs, ça coûte une blinde. Ça va coûter au moins 3000 balles. Mais pourtant, beaucoup d'intérêt. Et en parallèle à ça, en fait, moi, j'avais postulé au concours de la BPI, la Banque française, qui finance l'innovation. Et on a eu la chance d'être sélectionné, d'être premier lauréat Midi-Pyrénées. Donc, c'est un concours où on gagne 40 000 euros. Et avec ces 40 000 euros, en fait, on a pu financer les premiers éléments de faisabilité du produit, technique, marketing. Là, on arrive en avril 2016. On se dit, clairement, on dépense beaucoup d'argent, il y a beaucoup de rentrées, il faut créer la boîte. Et donc, à l'époque, en fait, quand on est sorti en décembre de tous ces essais, tous ces retours positifs, on avait un gros problème qui était l'industrialisation de notre produit. Parce que on avait un produit qui, grosso modo, coûtait 3-4 000 euros. Et qui n'était pas du tout industrialisable, qui avait pas du tout le look d'un produit fini. Et on a dit, on a un problème. Et on a eu la chance de rencontrer Ludovic Lemans qui nous a dit, venez les gars, moi j'ai monté un accélérateur de start-up qui sert à ça, à industrialiser des produits, passer de la preuve de concept à un produit fini. Et donc, on a été introduit à Intel, à EBV, qui est le leader européen du semi-conducteur. Et en fait, on a développé tout notre réseau industriel grâce à cet accélérateur, grâce à l'IoT Valley. Et ça a été vraiment le deuxième tremplin après l'ICAM. Tremplin encore plus fort, encore plus haut. C'est marrant, c'est aussi la devise de l'armée de l'air. Et donc, qui nous a propulsés dans cette industrie un peu plus lourde, du semi-conducteur, de la tech. On a été invité par Intel, on a rencontré tous les patrons directement. On a eu en fait un raccourci vers la réussite. Voilà, très rapide. Et en 1 an et demi, on a réussi à complètement concevoir l'intégralité du produit et à diviser les coûts par 10 de fabrication. Et il faut savoir que c'est énorme. On a intégré à l'époque le plus petit écran du monde. On avait un produit 100% made in France, puisqu'il a été intégralement conçu et fabriqué dans la région Midi-Pyrénées. À ce moment-là, on est à peu près en juin 2016. On était toujours 2-3. On avait quelques freelances qui bossaient avec nous, des développeurs, des concepteurs, etc. Mais grosso modo, c'était assez compliqué au niveau financement, puisque les choses dans la tech coûtent très vite, très cher. Et donc, en fait, on s'est donné un défi. Peut-être c'était en janvier 2016. Avec Thomas, on s'est dit, on se laisse 6 mois pour réussir. Et c'est quoi la réussite ? Au-delà de l'aspect industrialisation que je viens de décrire, il y avait l'aspect commercial. Et l'aspect commercial, on s'était dit, faut qu'on lance une campagne de financement participatif, c'est-à-dire qu'on ouvre des précommandes sur ce produit et on va le faire en juin. Et si on a 50 commandes,
On considère que les gens sont prêts à payer pour le produit et donc on considère que ça vaut le coup d'aller plus loin dans la démarche. Et donc en fait, on avait eu quelques médias qui avaient parlé de nous avant et j'avais déjà fait un site internet dans lequel on pouvait enregistrer son email pour être tenu au courant des avancées. Et donc je sais pas, j'avais peut-être 600 mails au total, pas beaucoup, hein, pas énorme. Et dans ces 600 mails, en fait, je me souviens bien, 3 jours avant, j'ai fait un site internet last minute parce que on avait des tournages, on avait des problèmes de fabrication. Enfin, en fait, quand tu crées une entreprise, t'as 12 tonnes de problèmes à la fois. Quand j'ai lancé le site, je me souviens, j'avais fait le site internet, mais vraiment n'importe comment. Il y avait une page d'accueil avec des photos du produit. Il fallait cliquer à peu près 12 fois pour acheter le produit, alors que maintenant c'est interdit. Hein, quand on voit ça sur un site de e-commerce, on dit bon, ça marchera jamais. Et pourtant, on a des fous qui ont commandé le produit. Et il y en a eu beaucoup. En fait, il y a eu peut-être une centaine de mecs qui ont commandé le produit d'un coup. Un produit à 500 €. Hein. Non, d'ailleurs, c'était même plus que ça. C'était 650 € à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé avec une centaine de commandes à 650 € en moins de 24 heures. Et donc, je me suis dit, waouh, ah ouais, en fait, les gens sont quand même super chauds et le produit est quand même super cool. Donc, on y va. Donc, c'est ça qui a été vraiment le kick-off commercial et industriel du produit. Suite à ça, en fait, j'ai fait une levée de fonds avec des business angels. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Maisonnier, qui est le fondateur d'Aldebaran Robotics. C'est celui qui a conçu le robot Nao, le premier robot humanoïde que tout le monde connaît. Et donc, il nous a beaucoup épaulé sur la partie hardware. On a également Ludovic Lemant qui a investi. Et donc voilà, finalement, un champ d'expertise assez large avec des gens qui avaient déjà créé des entreprises et qui nous ont distillé, je dirais, les bons conseils au bon moment. Et c'est ça, en fait, un peu le secret de la réussite, je pense, c'est d'être bien accompagné. Highlights aujourd'hui, c'est quoi? On est leader dans la réalité augmentée sur la moto, leader mondial, puisqu'on a une entreprise unique sur ce secteur d'activité. On est les seuls à avoir réussi à industrialiser ce produit de A à Z et à l'avoir commercialisé. On a plus de 3 ans de retour d'expérience sur cette première version moto. Par ailleurs, on a déjà commercialisé la V2 moto en partenariat avec Sony. On est d'ailleurs leur meilleur client sur la dernière technologie nano OLED de Sony, donc c'est assez exceptionnel. On a fait la meilleure campagne tech de France en crowdfunding sur Kickstarter et sur Indiegogo. On commercialise dans les 4 coins du monde, au Japon, aux États-Unis, en France. On a un énorme potentiel puisqu'on est en train d'équiper également des camions d'autoroute Vinci. Donc tout le réseau en termes de sécurité, c'est aussi très sympa. Et on a un énorme potentiel dans le pare-brise connecté, la voiture connectée de demain, puisqu'on travaille avec des constructeurs allemands pour l'intégration de cette technologie directement dans les tableaux de bord. En parallèle de ça, on a la chance d'équiper les forces spéciales françaises. On équipe également des jets, des avions de chasse français. Et donc voilà, on a une route, un chemin, une autoroute, je dirais, toute tracée. Aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est une cause qui initialement était personnelle, du fait de l'accident avec mon père, du fait aussi que je me rends compte que sur une moto, c'est très accidentogène et le risque est vraiment omniprésent. Ça rejoint une cause qui est mondiale, puisque aujourd'hui, si on prend les chiffres de l'OMS, les accidents de la route, c'est la 8e cause de mortalité dans le monde. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi sociétal d'interdire le smartphone, en tout cas pas de l'interdire, mais d'améliorer son usage, puisqu'un accident sur 2 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. Et c'est justement ça qu'on cherche à résoudre chez Highlights grâce à la réalité augmentée. C'était un peu la fusion de tout ce que j'adorais, quoi. Parce que j'ai beaucoup participé à la conception du produit initialement. Quand on était que 2 avec Thomas, il n'y avait pas trop le choix. Au début, on fait plus d'engineering que de commercial. Et donc, du coup, ouais, j'ai adoré designer le premier produit. Le premier produit, c'est moi qui l'ai designé. Le deuxième, j'y ai beaucoup participé également dans la recherche technologique, dans la conception du produit, dans le fait de le faire tester aux gens et d'apprendre aussi de leur retour, les écouter, améliorer le produit successivement, mettre aussi au service de l'entreprise mes compétences de pilotage de drone, puisque les premières vidéos marketing, c'est moi qui les ai faites avec mes petites mains et mon petit drone pour filmer une moto sur la route. Tout ça, mis bout à bout, c'était vraiment génial et ça l'est toujours. Moi, je m'éclate énormément dans ce que je fais et c'est une liberté incroyable en fait.
Et c'est vraiment cette liberté-là, aujourd'hui, je la troquerais contre rien au monde. Et je regrette pas du tout aujourd'hui de m'être lancé dans cette carrière-là vis-à-vis d'une carrière de pilote de chasse qui, je pense, aurait été beaucoup plus contraignante en termes de développement personnel. Et j'ai découvert le monde de l'entreprise, j'ai découvert la création d'un produit, j'ai découvert le marketing. J'adore le marketing, c'est un truc que j'avais pas du tout appris à l'ICAM et que j'ai découvert. J'ai découvert le monde de la finance, qui est un monde quand même très particulier, mais qui est nécessaire aujourd'hui au développement d'une entreprise. Tous ces codes de la tech aussi qui sont très particuliers et qui sont passionnants. Après, ce qui est génial, c'est de recruter aussi toute une équipe et de voir l'équipe grandir et petit à petit, en fait, prendre de la hauteur, c'est aussi top. Je trouve que l'univers de la startup, c'est une formation vraiment accélérée dans tous les domaines, quoi. Pour conclure, l'ICAM nous a permis de sauter, de se lancer en fait. Finalement, c'est de se dire dans la création d'entreprise, c'est quand même un enjeu fort et il faut avoir le courage de se lancer. Et là, l'ICAM, je trouve qu'ils sont très très forts là-dedans. C'est réalise-toi, vas-y à fond. En tout cas, moi, ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est cette volonté de créer, de grandir rapidement et d'agir pour le bien de la société, en l'occurrence la sécurité dans la mobilité. Aujourd'hui, quand on est diplômé ICAM, le champ du monde, il est ouvert à tous. Et en particulier dans un contexte difficile qui est aujourd'hui le Covid, moi, ce que je veux dire à tous ces étudiants qui sortent de l'ICAM, c'est osez, lancez-vous. Si vous y croyez à fond, vous allez forcément réussir. Et voilà, faut rien lâcher, faut pas hésiter à sauter. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le 3e épisode de la 2e saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que l'expérience de Romain vous a éclairé sur les défis qu'un jeune ingénieur entrepreneur peut rencontrer. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 700 élèves. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 16 000 ingénieurs ICAM partout dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt!